Cette répression tous azimuts du pouvoir biélorusse, ça risque encore de galvaniser les manifestants? Le gouvernement, avec ses conseillers russes qui sont déjà sur place apparemment, avait misé sur cette répression, mais aussi sur le temps. C'est-à-dire ils espéraient qu'avec le temps, le mouvement allait s'affaiblir. On voit tous les week-ends à peu près le même nombre de participants dans les manifestations. Le dimanche dernier, ils étaient plus de 100 000 dans la ville de Minsk. Alors est-ce qu'Alexandre Loukachenko va pouvoir tenir encore longtemps sa position? L'unique force qui soutient Loukachenko, en dehors de ses forces de sécurité, c'est la Russie. Et la Russie soutient depuis des années maintenant, dans tous les pays où s'affrontent les mouvements pour la démocratie et les dictateurs, la Russie soutient les dictateurs. Alors, est-ce que Loukachenko va tenir? Les Russes le soutiennent pour l'instant. Il est en train d'essayer de séduire complètement Vladimir Poutine en disant que les Occidentaux sont derrière ces manifestations. Il a parlé des troupes de l'OTAN qui allaient envahir la Biélorussie. Mais je pense que dans l'intérêt de Vladimir Poutine, ça serait de le garder pour l'instant le plus faible possible et ensuite éventuellement de le changer et de mettre quelqu'un qui serait un petit peu moins détesté par la population, mais qui serait encore plus faible et plus malléable, auprès de qui la Russie obtiendrait encore plus de concessions, notamment l'ouverture d'une base militaire permanente sur le territoire de la Biélorussie, etc. La Russie, vous pensez qu'elle pourrait intervenir militairement en Biélorussie? Donc je pense que la Russie ne va pas faire comme ce qu'ils ont fait en Ukraine. Quand on nous parle de l'Ukraine, en fait, les médias voudraient bien qu'on regarde les choses en voyant pas plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire en voyant juste les événements du jour. Si on veut comprendre le fond du problème, si on veut aller à l'essentiel, il faut toujours se poser la question, est-ce que les médias, dans cette affaire, dans ce conflit, m'ont parlé des intérêts? Tant qu'on n'a pas expliqué les intérêts économiques et stratégiques, on n'a pas informé et même on a désinformé et il devient impossible de comprendre le conflit en cours et il devient impossible de comprendre le rôle de l'Europe et des États-Unis. Et il faut absolument voir les choses sur une longue distance. Il ne faut pas croire que c'est une réaction à la dernière minute à des événements. Tout ça, ce sont en fait des agressions, des interventions qui sont programmées. Et en fait, tout pays qui est indépendant du système néocolonial de l'Europe et des États-Unis, qu'il ait un bon ou un mauvais gouvernement, ce n'est pas important. Tout pays indépendant, il faut le ramener dans la dépendance, il faut le renverser s'il ne se soumet pas. En fait, l'Ukraine, c'est la pièce que les États-Unis et l'Europe veulent absolument contrôler, coloniser pour affaiblir la Russie. Et ça a été dit très clairement par quelqu'un qu'on devrait lire beaucoup plus souvent, bien que ce soit un salopard, c'est Zbigniew Brzezinski, le plus grand et plus important des stratèges de la politique coloniale des États-Unis. Et Brzezinski il dit plutôt dans une conférence en 1998 aux États-Unis, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie, donc l'ensemble Europe plus Asie. L'Ukraine constitue l'enjeu essentiel. Et Brzezinski poursuit, si l'Occident devait choisir entre une Ukraine démocratique et une Ukraine indépendante, opposée à la Russie, en fait il veut dire opposée à la Russie bien entendu, ce sont les intérêts stratégiques et non des considérations démocratiques qui devraient déterminer notre position. Ça veut dire que Brzezinski et les États-Unis sont prêts à un coup d'État ou à s'allier aux pires individus, aux pires organisations pour enlever l'Ukraine à la Russie. En fait, c'est ça l'enjeu stratégique fondamental. Et dans le cas de l'Ukraine, comme dans le cas de toutes les guerres déclarées ou non déclarées, la question c'est toujours à se poser, c'est quels sont les intérêts économiques et stratégiques. Donc, les intérêts stratégiques, on en a parlé, c'est à empêcher Poutine de créer un ensemble de pays, une alliance économique, une alliance stratégique en Europe et en Asie, et c'est encercler et affaiblir la Russie. Les intérêts économiques sont importants aussi pour l'Europe et les États-Unis.
L'Ukraine, il y a des industries, il y a des usines, c'est une manière d'augmenter le territoire des multinationales occidentales. L'Ukraine, c'est aussi le grenier à blé de l'Europe, des terres agricoles extrêmement riches. Et ça, c'est la cible pour des firmes comme Monsanto, Cargill et toutes les multinationales de l'agrobusiness. L'Ukraine, c'est aussi un pays stratégique pour les gazoducs et les pipelines. Et donc, c'est aussi une main-d'œuvre très qualifiée. Et donc, tout ça, ce sont les choses dont l'Europe et les États-Unis veulent absolument s'emparer. Et la question, c'est pourquoi on ne nous dit pas, oui, c'est une rivalité économique, stratégique, c'est une guerre de fric en réalité. On est dans un western, là. On nous raconte une histoire qui dit il y a les bons, il y a les méchants. Les bons, c'est tout le peuple uni. Les méchants, c'est le dictateur qui est tout isolé. C'est pas ça. C'est ce qu'on nous présente comme les opposants, les grands politiciens au service du peuple en Ukraine, c'est n'importe quoi. On a eu des révélations sur Wikileaks que le bonhomme de l'ex-ministre de Timoshenko, qui maintenant est nommé nouveau Premier ministre, il est allé voir l'ambassadeur des États-Unis et il lui a dit si on arrive au gouvernement, on va diminuer les pensions, on va diminuer les acquis sociaux, on va diminuer toutes les allocations. Bref, on va faire une politique néolibérale pure et dure. Donc c'est pour ça évidemment que ça, c'est le bon en réalité. C'est un autre pion au service de l'élite. Donc on n'est pas dans une bataille pour ou contre la démocratie, pour ou contre le peuple. On est dans une bataille stratégique pour enlever l'Ukraine à la Russie et la coloniser. Mais qu'est-ce qui va se passer si on la colonise? Ils vont appliquer les politiques antisociales et néolibérales. Les Ukrainiens vont encore plus perdre leur travail, que ce soit dans les usines ou dans l'agriculture. Donc ils vont être forcés d'émigrer en Europe pour aller trouver du boulot et vont faire encore plus concurrence aux travailleurs d'ici. Donc tout le monde va y perdre, sauf l'élite évidemment, l'élite des multinationales, qui elle va avoir de la main-d'œuvre à très bon marché. Donc on voit bien que les États-Unis et l'Europe qui essayent de renverser tous ces gouvernements, c'est vraiment une guerre globale pour recoloniser le monde et qu'il faut cesser de dire le problème c'est tel ou tel dirigeant, non, le problème c'est les États-Unis et leurs alliés européens. Et donc il faut comprendre leur méthode. On est toujours dans le même scénario. On a sur le long terme la volonté de supprimer l'indépendance des gouvernements qui sont indépendants et qui ne se soumettent pas. Et puis on achète un gouvernement de rechange, on investit dans des partis, même à droite, fascistes, etc., qui peuvent être complaisants, qui peuvent vendre leur pays. Tout est bon pour renverser des gouvernements qui nous résistent. Mais évidemment, après aussi, on utilise les mécontentements qui existent et on jette de l'huile sur le feu, soit on introduit des éléments provocateurs pour en fait foutre le bordel, pour plonger ces pays dans le chaos. Et il faut bien voir que l'attaque contre l'Ukraine, c'est quelque chose qui fait partie de cette guerre globale pour coloniser toutes les régions stratégiques du monde, toutes les grandes ressources. Et ce n'est pas l'intérêt ni des Ukrainiens, ni des Européens, ni de personne, c'est seulement l'intérêt d'une élite. L'intérêt des Ukrainiens, c'est de se réunir, de chercher une solution aux problèmes économiques et sociaux, de trouver des dirigeants et un programme qui vont leur donner le bien-être, qui vont leur donner la démocratie. Et ce n'est pas du tout ça l'objectif ni des États-Unis ni de l'Europe. Et ça, les intérêts fondamentaux, jamais les médias n'en parlent. Et donc la question c'est combien de temps encore on va croire ces récits de la télévision et de nos médias. Ils vont soutenir Loukachenko et ils vont essayer à la fin, au bout de quelques temps, de trouver une solution en remplaçant Loukachenko par quelqu'un qui serait quelqu'un qui ne serait pas autant détesté par la population, qui sera accepté aussi par les Européens, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Union européenne n'intervient pas très fortement. Voilà, mais l'Union européenne qui a malgré tout menacé le régime biélorusse de sanctions. En Biélorussie, la colère de l'opposition a franchi un nouveau cap après la rocambolesque tentative d'expulsion forcée de Maria Kolesnikova. On vous en parlait hier matin. La jeune femme, figure du mouvement de contestation contre Alexandre Loukachenko, kidnappée en début de semaine à Minsk, a déchiré volontairement son passeport pour s'interdire tout passage, même forcé vers l'Ukraine voisine. On dit qu'elle est probablement détenue à Mozyr, dans le sud de la Biélorussie, mais comme j'ai dit, les autorités ne le confirment pas. Et il y a eu une manifestation de soutien
soutien à Maria Kolesnikova à Minsk hier en fin d'après-midi, mais ce n'était pas de très grande taille, c'était une manifestation de femmes qui, entourés par les forces de l'ordre, ont commencé à chanter, comme c'est devenu l'habitude des manifestants biélorusses dans les petites manifestations qui ont lieu quotidiennement. Mais la police a quand même dispersé violemment cette manifestation. Ceci dit, c'est un mouvement qui se veut sans leader, qui se veut un mouvement qui vient d'en bas et qui n'est pas réuni autour d'une seule figure. C'est dans cette voiture que l'opposante bélarusse Maria Kolesnikova aurait été arrêtée ce lundi à la frontière ukrainienne. A-t-elle cherché à fuir le Bélarus ou a-t-elle tenté de s'opposer à son expulsion? Les informations sont floues et contradictoires. Mais Minsk a bien confirmé l'arrestation de l'une des figures du mouvement de contestation contre le président Alexandre Loukachenko. Cible de la contestation, le président bélarusse a répondu aux questions de plusieurs médias publics russes. Il accuse l'opposition de vouloir briser les liens avec la Russie et dénonce un complot de l'Occident pour le faire chuter. Il aurait ajouté que si son régime tombait, la Russie suivrait. L'Union européenne le répète, elle soutient les manifestations en Biélorussie et ne reconnaît pas les résultats de la dernière élection. Comment comprenez-vous cette prise de position ? Bonjour. On ne peut pas dire que ce soit quand même une très grande surprise. Loukachenko les dérange à plusieurs titres. C'est pas la question de savoir s'il est pro-russe ou pro-occidental. L'enjeu en Biélorussie est ailleurs. Loukachenko n'est pas globaliste et actuellement c'est absolument inacceptable. Quand vous avez un président qui défend l'industrie nationale, qui défend l'agriculture nationale, qui, lors de la gestion de la crise du Covid, n'a pas imposé les masques, n'a pas enfermé les gens à domicile, a laissé l'économie se développer, qui actuellement insiste pour la réouverture normale des écoles, parce que, quelles que soient les époques, les enfants doivent apprendre. Dans ce cas-là, c'est une démarche qui est absolument incompatible avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui est un monde qui se radicalise de plus en plus. De là à savoir si on peut qualifier ça d'une démarche autoritaire, on se pose des questions. Quand vous avez une idéologie, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui met presque 5 milliards de personnes de force à domicile, on peut se demander de quel côté est l'autoritarisme. L'égérie de l'opposition biélorusse, Tikhanovskaya, a déjà rencontré Bernard-Henri Lévy, qui est quand même un des promoteurs des révolutions à droite et à gauche. Que hier, elle a rencontré le vice du département d'État américain. Donc pour l'instant, il y a une réelle prise en main de l'opposition, en tout cas des têtes de l'opposition. On voit très bien aussi qu'il y a des meneurs, on voit très bien qu'il y a une très forte organisation. Les gens travaillent. Les grèves à l'usine, on voit qu'il y a des démarcheurs qui professionnellement essayent d'inciter les gens à ne pas travailler. La situation n'est pas naturelle. Et ça, c'est absolument à comprendre que l'alternative aujourd'hui, malheureusement, c'est soit Loukachenko, soit l'explosion de la Biélorussie, qui, comme c'était prévu, sera peut-être un merveilleux endroit pour implanter une base de l'OTAN, ce qui n'a pas été possible pour l'instant encore en Ukraine. Donc, en ce sens-là, c'est la même situation que l'Ukraine, c'est le même enjeu stratégique dans ce combat pour un monde multipolaire ou unipolaire. Si la Biélorussie tombe, c'est un morceau très important qui va rapprocher encore un peu plus la situation, le monde actuel dans lequel nous vivons, de ce monde global totalitaire. Je ne suis pas certain que ce soit très proche des aspirations démocratiques des Biélorusses.